Bonsoir, Daniel Brisson. Bonsoir, Jean-François. Vraiment content de te retrouver avec nous, Daniel. Je sais que tu étais occupé, tu Hum, étais aussi dans des rendez-vous juste avant Théo Vox Actualité. Donc, merci d'être avec nous Exact. ce soir. Daniel, ce soir, plusieurs signes forts convergent ensemble, puis on est là ensemble pour faire justement une tournée des actualités politiques. On parle de taxation verte ce soir, fin de Hum. vie à travers l'élargissement de l'euthanasie. On va parler de gouvernance mondiale, de la santé, puis on va parler d'encadrement du discours public. Toutes ces décisions qui, mises bout à bout, décident une transformation profonde de notre société. Et pendant que les gouvernements appauvrissent les familles, la CAQ refuse toute baisse de taxes sur l'essence au nom de la lutte au GES, au gaz à effet de serre. Pourtant, il Exact. n'y a aucun gouvernement qui n'a démontré clairement l'impact réel de ces taxes sur le climat. Donc, Daniel, Hum. comment expliques-tu ce soir le refus de la CAQ de soulager les contribuables à la pompe? C'est totalement irresponsable, irréaliste, idéologique. L'opposition, en fait, même la proposition de PSPP est timide et tiède. Il veut voir baisser ça des niveaux, mais ils sont dans le trou. Hmm. Le manque d'argent et ils ont une taxation entre les mains facile et qui a été jusqu'à présent justifiée. C'était facile de voler l'argent des contribuables au nom d'une religion verte, hein, au nom d'une idéologie irresponsable. Ils n'ont rien livré. Ouais. Le climat n'a pas changé du tout avec ça. Zéro effet sur le climat. On a embarqué les gens là-dedans. Il y a des gens qui y ont cru naïvement. Mais là, on le voit, le reste de l'Amérique du Nord se détache de tout ça. Et on a l'air des nouilles de service, il n'y a pas d'autre mot que ça. Et on continue de vouloir payer et saigner les contribuables. Ouais. C'est un refus irresponsable. C'est la même chose pour les plaques d'immatriculation, hein? Ouais. On n'en parle pas beaucoup. Mais les plaques d'immatriculation, il y a beaucoup de taxes à la dite pollution, les cylindrées et autres, totalement irréalistes par rapport aux autres provinces et aux autres États américains. On a aussi, bien sûr, tout ce qui vient avec les villes. La bourse de carbone au Québec, il ne faut pas l'oublier. La bourse de carbone, sur chaque tonne produite d'aluminium, par exemple, ou d'acier, hein, on critiquait les tarifs de Trump, mais c'est drôle, on s'impose nous-mêmes une taxe de carbone par tonne d'aluminium. Et savez-vous quoi? L'aluminerie, elle a produit ses GES pareil. Il n'y a eu aucune réduction Mhm. de GES. Ça a été, c'est une taxe à la pollution, les taxes de carbone, bourse de carbone. Et puis là, comme vous voulez, c'est une arnaque. Et cette semaine, c'est drôle parce qu'il y a un rapport qui est sorti, ils se sont rendus compte que même les prétendus projets de décarbonation, Ouais. finalement, émettaient plus de carbone pour décarboner. Ouais. Mais ils ont été subventionnés pour ça. Voyez-vous, l'irresponsabilité de tous ces projets-là, c'est fumé, c'est totalement idiot et Ouais. imbécile. Daniel, est-ce que le prétexte climatique ne cache-t-il pas un système de redistribution opaque vers des fonds et entités qu'aucun citoyen ne contrôle? Ah ben absolument, je suis tout à fait d'accord. Ouais. Puis outil de contrôle sous couverture verte, mais aussi de dépenses, de blanchiment d'argent, sans rendre des comptes. Hmm. Hein? Et les compagnies, on a vu, Norvolt, c'est quoi? Puis Lyon Électrique, les autres, c'est des détournements de fonds et l'argent disparaît. Il y en a qui en profitent, hein? Il y en a qui font de l'argent beaucoup avec ça. Mais après ça, l'usine ferme, faillite et autres. Mais il y en a qui en ont profité et aucun gain. Puis, c'est toujours au nom de la sempiternelle, on va créer des jobs. Ouais. Et ça, c'est un discours mensonger qu'il y a eu, genre, en étant plus vert, on va créer plus d'emplois que si on ne l'est pas. On se met à risque énergétiquement aussi. Et ça, c'est aussi un problème. Puis c'est le fun de voir ces images-là parce que tu as montré une ferme solaire intéressante. En Espagne, il y a eu un beau crash la semaine dernière, cette semaine, pardon. Non, il y a un mois, ça va tellement vite c'est parce qu'il y a eu un crash de télécommunications cette semaine, en Espagne encore. La panne d'il y a un mois, causée peut-être par un surplus soudain d'énergie sur des panneaux solaires mal contrôlés. Encore là, l'enquête est en cours. Hmm. Il y a des problèmes de gestion, de délestage, on ne maîtrise pas tout. Ces technologies-là sont très, très, très coûteuses, ne sont pas efficaces. Le rendement n'y est pas, désolé, mais non. On est à l'abri de n'importe quel caprice de la nature. Il faut s'en rendre compte. Ouais. On est passé d'un système où on commençait à maîtriser les forces de la nature d'une façon
relativement responsable. On sait, on a eu des dégâts. On tient à rappeler que le pétrole a eu un effet sur la décarbonation. Quand j'explique aux gens, les gens me regardent bizarrement. Ben oui, Ouais. parce qu'avant que le pétrole arrive, c'était quoi la principale source d'énergie? C'était le charbon. Tu ne pouvais pas avoir plus de carbone émis qu'avec la période de l'ère du charbon. Mhm, C'est mhm. carrément ça. On aurait pu appeler ça le carbonifère 2.0 rendu là, mais c'était totalement. C'était ça la façon de fonctionner. Les locomotives fonctionnaient avec ça, l'énergie fonctionnait avec ça, les maisons se chauffaient avec ça. Le pétrole est arrivé, le mazout, l'huile, le diesel, l'essence, etc. Le taux de carbone a baissé d'une façon, mais la production industrielle, elle a monté, ce qui a fait augmenter les taux de GES. Mais ça, c'est dit, on est passé quand même d'un niveau très acceptable de maîtrise d'énergie. Ouais. Il y avait le vent de l'énergie nucléaire qu'on a rejeté. Ça émet de la vapeur d'eau, ça émet pas de carbone, mais il y a d'autres issues, il y a d'autres problèmes. Ouais. Daniel, je vais t'emmener ce soir maintenant sur l'aide à mourir. Tu sais, après les personnes âgées, les malades mentaux, voici maintenant les enfants et les personnes handicapées dans la ligne de mire du Ouais. programme d'aide à mourir. Le discours change, c'est plus mourir dans la dignité, c'est soulager le système. Et si l'aide à mourir n'était qu'une politique eugénisme version 2.0 cachée sous une fausse compassion, j'ai un extrait à te faire écouter cette semaine qui a fait pas mal le tour des médias, notamment les médias sociaux, puis on en reparle par la suite. On va les amener à un point Ben, les où ils zombies. peuvent. Ben oui, ils feront plus de la lit, ils n'auront plus de symptômes, ils vont être couchés dans leur lit, puis ils vont être dopés ben raides. Mais est-ce que c'est ça qu'on veut? C'est peut-être une solution. Hmm. C'est peut-être une des solutions. Moi, j'aime mieux la solution de les amener à une forme de libération, de dire, je ne veux pas dire mourir, mais je veux dire d'une façon de mettre fin à leur douleur, mais en le faisant, comment dire, avec l'approbation des parents, évidemment, puis avec... dans les cas où, par exemple, tu as des personnes qui n'ont plus de parents, des personnes qui ont été abandonnées, ça existe, il y en a beaucoup. Des personnes qui n'ont plus de visite, ça existe, il y en a beaucoup. Des personnes qui n'ont plus de vie, qui n'ont plus de bonheur pour vivre, ils n'ont plus d'intérêt à vivre, qui vivent dans la souffrance permanente parce que cette personne-là vit dans la souffrance permanente. Absolument, tout à fait. Absolument, Luc, tu as tellement Moi, raison. je pense que dans un cas comme celui-là, un comité de sages Oui. devrait... Elle a une mère. C'est pas pareil. C'est la mère qui prend la décision. Dans un cas où elle n'en a pas, mettons, ou dans le cas où la mère est complètement débordée, puis là, etc., est-ce qu'il y aurait un comité de sages qui pourrait prendre cette réflexion, cette décision-là? Dan, je veux attirer ton attention sur ce qu'on vient d'entendre. Puis il y a eu une autre chose qui a attiré mon attention cette semaine, puis qui a fait le tour aussi des médias, puis on va le commenter ensemble par la suite. Il y a eu un article qui est sorti, puis je ne sais pas si on peut le voir à l'écran maintenant. Il y a eu un document qui a fait le tour sur le web, puis je l'ai traduit le document. Là. Ce qu'on voit présentement à l'écran, je vais vous le lire, ce que ça dit, c'est l'aide à mourir pour les enfants et les adolescents. Un comité spécial composé des députés et des sénateurs qui étudie l'aide à mourir a recommandé d'autoriser l'aide à mourir pour les mineurs dits majeurs. Un mineur mature est un enfant ou un adolescent jugé capable de prendre lui-même la décision de recourir à l'aide à mourir. Cela reviendrait essentiellement à supprimer l'âge minimal d'admissibilité. Le comité a également suggéré que les parents pourraient ne pas être consultés et qu'il ne serait pas nécessaire d'obtenir leur consentement pour la mort de leur enfant par aide à mourir. Les enfants sont particulièrement vulnérables. La priorité du Canada doit être d'offrir des soins médicaux de qualité aux enfants. Et quand j'ai entendu Luc Fernandez et Nathalie Normando dans leur allocution qu'on vient d'entendre précédemment, puis le genre de PowerPoint que je viens de vous montrer puis que je viens de lire, Daniel, ça m'amène à te poser la question suivante. Le discours autour de l'euthanasie ne gâche-t-il pas une logique comptable où la vie devient une variable budgétaire? Oui, mais en fait, je vais aller plus loin que ça. Oui, à la base, variable budgétaire, tout à fait, il coûte cher au système. Écoute, on parle en 2023. On parle en 2023, Ouais. là, juste pour te donner un chiffre, Daniel, parce que je trouve que c'est important, juste pour le Oui. besoin de nos Oui. auditeurs de nous suivre. On parle en 2023 de 15 343 décès par euthanasie au Canada en 2023. Ça représente, puis sur tout ça, là, ça représente 14 325 euthanasies de plus en 2023 par rapport en 2016 quand on a légiféré autour de l'euthanasie. Puis ça représente 206 millions en frais de santé en moins. Hum. Alors, Oui, je pense que mais- la réponse, on l'a là. Oui, mais c'est en partie, mais c'est un couvert d'hypocrite aussi. Puis j'ai traité Ferrandez de nazi. On peut appeler ça le nazisme 2.0.
C'est l'eugénisme d'Hitler. Regardez, dans les années 80, là, on trouvait ça. Tu sais, on va rester très poli sur cette chaîne-ci. On n'ira pas de gros mots. Mais sincèrement, c'était assez dégueulasse, merci, ce que j'ai entendu cette semaine. On dénonçait dans les années 80 ce que Hitler faisait aux enfants handicapés. Et c'est de l'eugénisme déguisé sous couvert d'humanité. C'est ça qui est plus pernicieux et dangereux. Et pour te soulager de ta souffrance, alors qu'on ne sait pas ce qu'il y a dans la tête de la personne, la souffrance appartient à chaque personne, ne vous en déplaise. Et il y en a qui la vivent différemment. Et on ne peut pas tout soulager pour les autres nécessairement. La décision, regardez, ça n'a pas été long pour dire les personnes seules qui n'ont pas de famille, on va décider pour eux autres. Ça va être très expéditif. Mais en plus, l'autre, on ajoute une couche sur l'odieux, on met ça sur les enfants, les jeunes, tout ça. Hey, tu vas avoir une dépression, tu vas avoir une vie difficile, une période difficile, on va te l'offrir, l'aide médicale à mourir. Mais Daniel, ça n'a pas de sens. c'est une chose, mais sans consentement parental. Oui, non, mais c'est ça. C'est encore pire. Et toujours sous couvert d'humanisme, et on va dire, on va t'accompagner, soit des travailleurs sociaux, des médecins, peu importe. L'État va te trouver des ressources pour mettre fin à tes jours. Pensez-y, là. On est loin d'un État sauveur prônant la vie. Non, non, c'est le culte de la mort qui est valorisé, malheureusement, beaucoup au Québec. Et il faut faire la distinction entre quelqu'un... Tu sais, il y avait des soins palliatifs. Ça existait déjà, là, les soins palliatifs, là, pour accompagner les gens puis les soulager. OK? Mais là, c'est une couche de plus. Puis là, on va les empoisonner à petit feu. Ils s'en rendent pas compte, ils vont mourir plus vite. On décide de leur mort. Ouais, puis c'est ça qu'on... Puis moi, je vais dire, on est une chaîne chrétienne ici, là. Il n'y a personne, il n'y a aucun être humain qui a le droit de vie ou de mort sur quelqu'un si ce n'est que Dieu lui-même, l'être suprême. Quand ton heure est sonnée, il te rappelle à lui. Puis en attendant, il y a les soins palliatifs et les soins de confort qui existent. On devrait diriger les gens vers ces avenues-là plutôt que de les emmener à un suicide assisté. Bon, c'est un suicide assisté, on va dire les vrais mots, là. C'est de l'euthanasie déguisée. Tu sais, on se rappelle du monsieur dans la province de l'Ouest qui avait été condamné criminellement, jugé responsable parce qu'il avait voulu soulager, je pense que c'était sa femme, quelque chose. Elle était vraiment hors norme ou quelque chose, là, avait une maladie dégénérative totale, tout ça. Puis bon, il avait mis fin à ses jours sans l'accord des médecins, puis il a été puni criminellement pour ça. Et là, on prend ce modèle-là et on l'étend. Mais là, c'est pas juste quelqu'un qui va être en très, très mauvais état physique. Non, non, on va plus loin que ça. Puis là, ben, c'est pas long qu'on embarque les handicapés mentaux. Mais mentaux selon qui? Hein? Les handicapés, Ferrandez, il va falloir qu'il explique c'est quoi pour lui quelqu'un qui va être inapte, qui va déclarer inapte à la société. Et je serais bien curieux de voir sa définition de lui. Et les associations d'handicapés, avec raison, ont bien réagi cette semaine. Enfin, ils se sont levés, pas laisser passer ça. C'est une absurdité. Et il est obligé de baragouiner et s'excuser de façon maladroitement et stupide le lendemain. Mais ce qu'il a dit, savez-vous, il n'est pas le seul. Il n'est pas le seul à penser ça. Et je tiens à rappeler, tu as montré des statistiques, là, tu as 2023. Si tu as remarqué, on est à 2025, presque à la moitié. On n'a pas 2024 encore. Non, ils ne sont pas sortis 2024, puis ils n'ont pas, évidemment pas sorti 2025, mais 2024 n'est pas sorti encore. C'est 2023. Mais on va être encore les numéros 1 mondial de l'aide à mourir. Il faudrait que ça allume une cloche là, chez les gens, là. C'est pas normal que la province de Québec soit numéro 1 mondial. C'est nous autres, numéro 1 au Canada, mais même mondial. Alors, ça n'a pas de sens. Mais Daniel, j'irais même plus loin que ça. Si on juxtapose que pendant plusieurs années, le Québec était numéro 1 en matière de suicide à l'échelle internationale, on a juste transposé le suicide en le légalisant pour le suicide assisté, puis on emmène les gens à passer par le suicide assisté. Fait qu'on est quand même demeuré numéro 1 en matière de suicide à l'échelle internationale. Point barre. Bon, on ne valorise pas assez la vie, puis ni le courage, les valeurs d'aller plus loin, puis de se dépasser et d'affronter les obstacles. Et pour l'État, tu deviens une charge et un fardeau. Tes chiffres parlent aussi. Ils ont économisé. Oui. Puis là, ça tombe mal, hein, une crise budgétaire. Vous savez, c'est difficile. Ce soir, au bulletin de nouvelles, il parlait des ambulanciers. Comment que c'est rendu 70 d'endroits au Québec mal couverts, mal desservis dans les délais requis. Puis là, j'entends dire, ouais, vous savez, compression budgétaire, tout ça. On n'est pas capable d'avoir des services d'ambulanciers adéquats. Et les petites villes et les villages, je m'excuse, vous avez une responsabilité. Parce qu'aux États-Unis, les villes, ils ont des responsabilités. Alors, trouvez un moyen, lâchez les folies vertes et niaiseries dans l'environnement, là,
Puis occupez-vous du monde, occupez-vous d'avoir des services de soins de première ligne qu'on appelle, de répondants de première ligne. Faites-vous un pôle. Puis oui, c'est difficile à voir. Je sais que c'est pas facile d'un petit village actuellement. C'est une catastrophe. Mais néanmoins, c'est une solution. C'est anormal qu'il n'y ait pas ce service-là. Et s'ils ne sont pas capables, ben, vu qu'on a tout étatisé, eh bien, que l'État paye. C'est tout. Oui. Qu'on encourage la vie. Et sinon, qu'on déréglemente le secteur au complet et qu'on permette à des services ambulanciers totalement privés de desservir les régions qu'ils veulent. That's Ouais. it. Juste réitérer, pour le pour le bien pensé de nos auditeurs, nous ne valorisons pas l'euthanasie. On est en train de justement la condamner, l'euthanasie. Je pense, encore une fois, je vais réitérer qu'il n'y a pas un être humain qui devrait avoir le droit de vie ou de mort, ni sur l'avortement pour la naissance d'un bébé, ni sur l'euthanasie afin de faire mourir nos aînés ou tous ceux et celles ou l'élargissement Les adolescents. ou les adolescents ou les enfants. C'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort sur un enfant. C'est Dieu qui décide de la vie ou de la mort sur un adulte. Aujourd'hui, on est rendu une société mortifère. On valorise la mort puis on condamne la vie. Puis dès qu'une organisation qui se lève en faveur de la vie puis qui va condamner l'euthanasie, qui va condamner l'avortement, mais on se fait crucifier sa place publique. Mais je réitère, on est en train de valoriser la vie ici. Puis des déclarations comme Luc Fernandez a dit qu'on devrait, pour des problèmes de santé mentale chez des gens, les euthanasier ou leur amener le suicide assisté, je me lève haut et fort contre ce mouvement-là et je préconise la vie. De toute façon, si tu as des problèmes de santé mentale, Jésus, c'est la solution. Si tu as des problèmes de maladie puis que tu veux vivre une espérance, Jésus est la solution. Daniel, je vais t'amener ce soir à parler d'une autre nouvelle qui a attiré mon attention. C'est un traité juridiquement contraignant qui vient d'être signé par les pays membres de l'OMS. Il promet une gestion coordonnée des prochaines pandémies, mais impose aussi un système global de partage des données pathogènes, un accès prioritaire aux vaccins, puis des obligations transnationales. Certains parlent de santé mondiale, d'autres y voient une perte majeure de souveraineté. On regarde juste un extrait vidéo, puis on en reparle ensemble par la suite. The WHO Pandemic Agreement is adopted. I think it's groundbreaking and it's so important because it comes at a time when there is turmoil in the whole world, and I see this as an opportunity to bring hope, to rally and galvanize global health work in a much more coordinated way. The WHO Pandemic Agreement will rank among the most significant achievements in the history of this organization and of global health. Éviter de reproduire les erreurs de la pandémie de Covid-19 en cas de nouvelle crise sanitaire mondiale. C'est l'objectif d'un traité historique qui a été adopté mardi par les États membres de l'Organisation mondiale de la santé, après 3 années de négociations. Cet accord obligera les pays à prendre des mesures pour se préparer et réagir plus efficacement aux futures pandémies, afin de faciliter la mise en circulation de produits médicaux urgents tels que les vaccins. Mais certains aspects du traité font encore débat parmi les États membres de l'OMS. Et le texte n'entrera pas en vigueur tant qu'ils ne se seront pas entendus sur l'ensemble de ces dispositions. Parmi les points sensibles, la création d'un nouveau système d'accès aux agents pathogènes et de partage des données avec les laboratoires médicaux en échange d'un accès aux vaccins et aux médicaments. Daniel, l'OMS, financée en partie par des fondations privées, va-t-elle désormais dicter la conduite des États souverains en cas de crise? Oui, bien, les pays qui ont voté pour ça, les dirigeants, et les États-Unis, la Chine, l'Argentine, la Russie et certains autres n'ont pas signé. Le Canada, oui. Il manque de financement. Il y a 2 bonnes nouvelles dans tout ça. Il manque 2,1 milliards et on parle de 2027 pour arriver à une entente, ce qu'ils ont parlé dans la vidéo. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, ils ne sont pas prêts encore. Parfait. Maintenant, il y a le mot obligatoire. Les États seront obligatoires de respecter ça. Et remarquez la finale, hein? Vous devrez partager les données de des pays, c'est-à-dire des peuples et
en retour, vous allez avoir le droit d'avoir des vaccins. Hein? Et donnez-moi vos données personnelles. Donnez-moi, et vous avez la France, évidemment, qui a signé ça à pieds joints. Donnez-moi vos données, donnez-moi votre peuple, et on va confier ça à des non-élus. Et le problème est là. Et justement, RFK l'a dit, sortez de là. Donc, c'est des dirigeants qui viennent de vendre leur peuple, leurs habitants, à des corporations, à des non-élus qui vont décider pour eux quand est-ce que c'est le temps d'être confinés, quand est-ce que c'est le temps d'avoir des vaccins, et qui vont pouvoir imposer des mesures et pouvoir les étendre à travers le monde, avec les pays membres qui vont vouloir y participer. Notre combat n'est pas fini. Malheureusement, au Canada, on a voté pour une gang pro-paniqueuse, anxieuse, vaccinale. Malgré tout ce qui sort, lui, c'est épouvantable d'y voir la face encore là, puis lui-ci, criminellement responsable de ce qui arrive. Lui-ci, ça, c'est un autre expert en santé, hein, Bill Gates, qu'on connaît, ben oui. Un expert en santé, hein, il est devenu expert en santé, c'est bon, ça. C'est lui qu'on écoute. C'est carrément débile, mais encore là, c'est une abdication du pouvoir des peuples à des non-élus qui vont diriger vos vies, vos destinées. Ouais. Alors, il va falloir se battre contre ça encore. Oui. Dan, est-ce que le traitement sur les pandémies, est-ce que ce traitement-là ouvre, ce traité-là ouvre la porte à un système de passeport sanitaire mondial puis à un contrôle total sur les mouvements de la population? Très définitivement, c'est ce que je crains parce que là, tu vas avoir les voyages, les avions, le transport, et ça va prendre des passeports sanitaires, voyager dans des pays membres probablement ou des choses comme ça. La France, en premier, d'après moi, va l'imposer, suivi des autres. Donc, le Canada va suivre. Ils l'ont fait déjà pendant la pandémie. Alors, ce n'est pas fini, comme je l'ai dit. Il va falloir se battre. C'est des droits et libertés. Les gens, le problème qu'il y a actuellement, et c'est pour ça qu'il faut continuer d'informer les gens, qu'est-ce que vous voulez? Ils ne sont pas prêts à admettre que de perdre sa liberté, c'est important. Il y en a qui aiment ça, perdre la liberté, que ça ne les dérange pas. Malgré tout ce qu'on voit qui sort, et même quand tu as même un grand média qui est obligé de sortir pour dire que finalement, il va y avoir des avertissements, ces étiquettes, alors que ça fait 4 ans qu'on en parle. Et il y a une parole dans la Bible célèbre de Jésus qui dit « Pardonnez-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». Mais eux autres, il faudrait que tu me corriges. Je cherche encore le passage qui dit « Pardonnez-leur, même s'ils savaient ce qu'ils font ». Ça, je n'ai pas trouvé celui-là. Ils savaient. Et depuis 2021, il y avait des rapports déjà sortis de tout ce qu'on voit actuellement. Puis on savait, puis on avait raison. Et c'est une mainmise de contrôle de nos vies, de nos déplacements, de contrôle de population. Est-ce qu'on est en train d'assister à l'instauration d'une gouvernance mondiale par la peur orchestrée à coups de virus puis de vaccins? Ben oui. Des pandémies, c'est pas la première fois qu'il y en a eu dans l'humanité. Hein? Puis il y a eu des grandes périodes de peste noire à l'époque. On les connaît. Maintenant, on connaît les causes. On connaît la cause aussi de ce qu'on appelait la grippe espagnole, en guillemets, et ou américaine. Quoique ceci, maintenant, on a des doutes sur certains morts déclarés dus à la grippe, que c'était peut-être pas la grippe qui les a tués, mais l'expérimentation qui était faite sur eux autres, sur les soldats, entre autres. Ouais. Donc, les virus, on connaît ça. On est supposé avoir une médecine préventive, hein? Et là, tout ce que j'entends parler, j'entends pas parler de prévention. J'entends pas parler de revoir notre mode d'alimentation sain. Il y a une place dans le monde actuellement qui est comme ça s'appelle les États-Unis. Donald Trump, RFK Jr., et qui ont nommé d'ailleurs à la tête d'un organisme de santé quelqu'un qui a une approche holistique de la médecine. Et ici, pendant qu'au Canada, on se bat contre ce qu'on appelle la naturopathie, les plantes et autres, ce qu'ils veulent, en fait, les pharmaceutiques au Canada, leur rêve, ce qu'ils veulent mettre la patte, c'est pas pour protéger la population. Ils veulent mettre la patte sur l'équivalent du codex médical des plantes. C'est ce qu'ils veulent. Et ils ont demandé aux naturopathes d'avoir ce livre-là, le fameux grand livre. Mais là, c'est ce qui les intéresse. C'est pas votre santé. Mais aux États-Unis, au moins, il y a l'approche holistique plus naturelle qui est encouragée. Meilleure alimentation, plus de sport. Alors, Trump a nommé aussi quelqu'un qui allait s'occuper des sports un peu plus, faire bouger les jeunes, diminuer le sucre. Donc, RFK, c'est drôle parce qu'on voit RFK, il est critiqué ici alors qu'il propose des solutions de santé. C'est quand même paradoxal quand même. Et on parlait de la santé tout à l'heure, comment que les gens sont malades. Donc, ici, on ne serait pas intéressé à être tous en santé, à avoir le même régime. Alors, c'est complètement idiot encore là. Il faut continuer à partager encore là l'information. C'est pas facile, mais il faut persister, il ne faut pas arrêter. C'est
le traité de l'OMS n'a pas sa raison d'être. Et encore là, OMS, Organisation mondiale de la santé, ben, je ne vois pas une approche basée sur de meilleurs aliments, ni de meilleures habitudes de vie, ni d'augmenter le niveau de vie. Non, on parle juste encore, ben écoute, donne-moi tes données, donne-moi les données de ton peuple, et en retour, tu vas avoir le droit à un beau vaccin pour te guérir, sauver, prémunir, appelle ça comme tu veux. Ouais. Daniel, le temps court, mais juste avant, là, en quelques minutes, je veux emmener ton attention sur Mark Carney qui reprend l'arsenal de Justin Trudeau à travers ce qu'on appelle la législation anti-haine, surveillance des plateformes et création d'un commissariat numérique pour encadrer la parole publique. Derrière le bouclier émotionnel des enfants vulnérables, c'est la censure qui se déploie à travers le projet de loi 63 et avec elle, un nouveau régime informationnel contrôlé. Et je veux juste attirer l'attention pour le profit des gens qui nous écoutent ce soir. C'est quoi le projet de loi 63? Bien, c'est la loi sur les préjudices en ligne, déposée en février 2024 par le gouvernement de Justin Trudeau. Aujourd'hui, défendu par Mark Carney sous une nouvelle forme. Les objectifs déclarés, c'est protéger les Canadiens, surtout les enfants, contre le contenu jugé haineux, extrémiste ou préjudiciable diffusé en ligne. Le contenu visé, c'est discours haineux, contenu jugé antisémite, misogyne, homophobe, islamophobe, raciste, cyberintimidation, exploitation des enfants, incitation à la haine ou à la violence, théorie du complot et contenu radicalisant. Les mesures clés, on le dit d'entrée de jeu, c'est d'établir une commission canadienne de la sécurité numérique. Ça va être une nouvelle entité gouvernementale avec des pouvoirs quasi-judiciaires. On parle de recevoir des plaintes, d'analyser le contenu en ligne, de forcer le retrait de publication, d'imposer des amendes écrasantes aux individus ou aux plateformes qui seraient prises en défaut, puis imposer des ordonnances restrictives préventives, même sans condamnation formelle. Les sanctions pénales, Daniel, on parle, c'est de sanctions extrêmement sévères. On parle jusqu'à la prison à vie. C'est certains cas graves de discours haineux, c'est jusqu'à la prison à vie. On parle d'une amende maximale de 50 000. Puis pour les récidivistes, on parle d'une amende pouvant aller jusqu'à 70 000 $. On parle d'ordonnance de censure préventive. Une personne jugée à risque peut se voir interdire de publier en ligne pendant 12 mois sans qu'aucune infraction n'ait encore été commise par elle. On parle d'une portée rétroactive. Puis écoute bien celle-là, Daniel. Si les faits rapportés s'avèrent exacts, le projet de loi permettrait à quiconque de porter plainte pour un propos tenu en ligne, même plusieurs années auparavant. Il n'y a aucune limite de temps pour monter dans le passé numérique d'un individu. En résumé, le projet de loi 63 criminalise les opinions perçues comme haineuses, même dans un contexte passé ou ambigu, et donne aux autorités un pouvoir inédit de surveillance et de punition sur les citoyens sans procès classique. Mark Carney souhaite relancer cette loi sous un autre nom, mais avec le même esprit liberticide, en invoquant la protection des enfants et la lutte contre la haine, un discours qui justifie la censure au nom de la sécurité. Daniel, le narratif de la protection des enfants ne sert-il pas justement à justifier une surveillance généralisée de tous les citoyens? Bon, absolument, c'est un prétexte. Là, on le voit. Puis, tu sais, quand tu es rendu que tu mélanges à ça avec le mot théorie du complot, hein, c'est assez explicite. Jugé dangereux par une commission, peu importe, c'est qui va le nommer sur la commission? Ça ne sera pas toi, ça ne sera pas moi. Ça va être des amis du pouvoir. Puis là, rétroactif, même juridiquement, techniquement, ça ne devrait même pas passer, ça, rétroactivement. Mais c'est le rêve des gouvernements depuis des années de contrôler Internet. Et encore aujourd'hui, je l'ai entendu avec TVA, Québécois, ça va bien, blablabla. Là, qu'est-ce que vous allez faire, monsieur? Comment vous allez réglementer les GAFAM? Parce que là, les gens ont du contenu, hein, puis ils viennent d'ailleurs. Comment vous allez faire pour forcer les gens à écouter la musique d'ici ou du contenu d'ici? Ils sont encore vraiment dans ce mode-là de contrôle, de pensée de la population. Et Internet, c'est leur bête noire depuis longtemps. Ça fait longtemps qu'ils veulent le réglementer. Là, ils essaient de trouver des façons de faire et sous de faux prétextes vertueux, encore une fois. Parce que oui, il faut protéger les enfants, les pédophiles qui se promènent sur Internet, qui font
la chasse aux enfants carrément. Ça n'a pas de sens. Mais faites juste un texte de loi là-dessus. Faites juste le premier paragraphe. On va punir les pédophiles qui chassent les enfants sur Internet, là. Le problème est réglé. Mais non, c'est pas ça qu'ils veulent. Leur but, c'est au-delà de ça. C'est beaucoup plus loin que ça. Et, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Les gens ont revoté pour du monde comme ça, qui veut contrôler. C'est vrai que la population n'est pas au courant, 3/4 de ce qu'il y a dans les projets de loi. Ils ne suivent même pas ça. Puis, ça ne les préoccupe pas. Ils ont juste à écouter TVA, puis il n'y aura pas de problème. C'est le genre de réponse qu'on pourrait avoir. Donc, restez informés sur les bons canaux, vous n'aurez pas de problème. Taisez-vous, soyez dociles et obéissants, vous n'aurez pas de problème. Faites comme dans le livre, le guide de bon gouvernement 1984, il n'y aura pas de problème. C'est ça. C'est rendu en 2025, mais par le mélange privé-gouvernement en même temps. En tout cas, c'est une voix qui est quand même assez inquiétante. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir, Daniel. C'est vraiment apprécié. Merci de l'invitation et bonne émission encore. Bonne soirée, merci à toi. Vous savez, malgré les lois oppressives, malgré les idéologies déshumanisantes et l'effacement de la vérité, notre espérance à nous, elle ne vacille pas. Pourquoi? Parce que Dieu ne change pas et que sa lumière brille davantage quand le péché abonde. La Bible nous dira, la grâce de Dieu surabonde. La lumière de Dieu ne s'éteint jamais, elle éclaire, elle relève, elle appelle. Alors, nous veillons, nous proclamons, nous marchons et nous prions, convaincus que la vérité libère et que la justice de Dieu aura le dernier mot.